Dans cet épisode, je vous propose de vous aventurer dans une dystopie radioactive. Je précise toutefois que même si le scénario que je vais vous proposer est plausible et réaliste, il est cependant fictif et a toutes les chances de le rester. Ne perdons pas une seconde de plus, car lorsqu'il est question de radioactivité, chaque seconde nous est comptée. Bon film à tous. C'est un accident grave, mais ça n'est pas une catastrophe nucléaire. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Nous sommes en guerre. Ce qui était tant redouté se produit finalement. Une explosion qui détériore l'enceinte de confinement. Un accident grave, l'agence de sûreté nucléaire française le classe au niveau 6. Tout d'abord, il me semble important de revenir un peu sur les catastrophes nucléaires qui ont eu lieu par le passé. La catastrophe de Kichtim est une contamination radioactive qui s'est produite le 29 septembre 1957 au complexe nucléaire de Mayak, une usine de retraitement de combustible nucléaire située près de la ville d'Oziorsk dans l'actuelle Russie. Pour comprendre ce qui s'est passé, il est bon de rappeler qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS avait pris du retard dans la course à l'armement nucléaire. Retard rapidement rattrapé avec notamment le développement de la Tsar Bomba, la bombe nucléaire la plus puissante jamais utilisée. D'une puissance de 57 mégatonnes, elle était 3125 fois plus puissante que Little Boy, la bombe ayant ravagé Hiroshima. Croyez-moi, les Ruskov, mieux vaut ne pas les faire. Dans le cadre du projet de la bombe atomique soviétique, l'URSS se lance alors en urgence dans un programme de recherche et développement dans le but d'obtenir une quantité suffisante d'uranium et de plutonium de qualité militaire. Mais comme bien souvent chez les soviétiques, le problème n'est pas un déficit d'intelligence, mais plutôt de finances. Et ça dans le nucléaire, ça ne pardonne pas. On en reparlera. Quoi qu'il en soit, le complexe nucléaire de Mayak est très rapidement construit entre 1945 et 1948. Les premières années, le complexe ne stocke pas les déchets liquides hautement radioactifs qu'il génère et les rejette indirectement dans le fleuve Ob qui se jette à son tour dans l'océan Arctique. Plus tard, le lac Karachay sera utilisé comme lieu d'entreposage à l'air libre. En 1953, un site d'entreposage pour déchets nucléaires liquides est construit. À cause du taux élevé de radiation, les déchets ont une température élevée qui est provoquée par la chaleur de désintégration. Pour cette raison, un système de refroidissement de 20 réservoirs est construit autour de chaque dépôt. Évidemment, les systèmes de surveillance et contrôle des systèmes de refroidissement sont insuffisants. Et lorsqu'en septembre 1957, un de ces systèmes tombe en panne, Vous pouvez répéter ? Houston, on a un problème. la température s'élève et c'est alors qu'une explosion équivalente à 100 tonnes de TNT projette dans les airs le couvercle en béton d'une masse de 160 tonnes. Au moins 200 personnes périrent de sources officielles et les mesures d'urgence ont comporté l'évacuation d'environ 10 000 personnes et une zone interdite de 250 km². L'accident de Kichtim est le troisième plus grave accident nucléaire jamais connu. On ne présente plus cette catastrophe qui est à jamais imprimée dans la mémoire collective humaine. Mais si vous voulez vous renseigner, je vous recommande vivement la très grande série éponyme sortie sur HBO. Ce que j'aimerais toutefois souligner sans vous spoiler, c'est qu'à l'instar de la catastrophe précédente, il est encore une fois évident que ce sont des problèmes techniques et humains qui sont à l'origine de l'explosion du réacteur 4 de la centrale nucléaire Lénine. Je ne vais pas m'attarder sur le déroulement de l'incident, mais plutôt vous parler de ce que l'on a évité. À n'en pas douter, tout simplement une seconde explosion bien plus violente que la première et qui aurait rendu inhabitable la moitié de l'Europe. En amont de l'incident, il serait assez simple de déplorer la gestion calamiteuse de certaines centrales soviétiques. Mais pourtant, nous ne pouvons que nous incliner face à la bravoure de ceux qui se sont sacrifiés.
soient pompiers, ingénieurs, liquidateurs, mineurs, ces milliers d'hommes ont donné leur vie pour contenir ce cataclysme sans précédent qui amorcera par la suite la chute de l'Union soviétique. Après Tchernobyl, de nombreuses conclusions furent tirées et bon nombre de procédures furent adaptées. Mais beaucoup se disaient aussi qu'un réel incident nucléaire ne pouvait arriver dans une centrale correctement gérée. Enfin ça, c'était avant le 11 mars 2011. Ce jour-ci, lorsqu'un séisme sans précédent frappe le Japon, personne ne pouvait imaginer l'ampleur du tsunami qui s'apprêtait à déferler. Et surtout pas les ingénieurs japonais qui avaient construit le mur censé protéger la centrale de Fukushima Daiichi. Ayant évalué la hauteur maximum potentielle d'une vague à 5 mètres, la centrale se retrouve alors submergée par une vague de 15 mètres qui s'engouffre sur le site. Très rapidement, la situation devient hors de contrôle. Ce pays, modèle jumeau du parc nucléaire français, va devoir compter sur le courage de ses opérateurs pour tenter de maîtriser une situation qui n'avait pourtant jamais été envisagée. C'est aussi à cette époque qu'on découvre la puissance de BFM TV et ses directs sans fin nous plongeant en live dans un voyeurisme morbide. La seule bonne nouvelle dans cette catastrophe, outre la dévotion légendaire de ces samouraïs du nucléaire, est en réalité la topologie du Japon, avec notamment le fait que cette zone soit faiblement peuplée. Quoi qu'il en soit, 160 000 personnes devront fuir la zone d'exclusion de 20 km qui entoure désormais la centrale nucléaire de Fukushima. Je pense que vous le saviez déjà, mais avec le nucléaire, on ne rigole pas. Les erreurs humaines ainsi que les scénarios imprévus font peser un lourd risque sur chaque centrale. Et croyez-moi, la France n'est pas épargnée. Et c'est en partant de ce postulat que notre dystopie radioactive va commencer. Nous sommes en 2021 et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. À 10h15 ce samedi-là, une explosion a retenti dans une centrale, et pas n'importe laquelle. Celle de La Hague. Inutile de le préciser, mais ce qui s'annonce sent mauvais. Une sirène particulière vous réveille ce matin-là, et lorsque vous allumez votre smartphone, vous vous dites que quelque chose de grave est arrivé. S'ensuit le réflexe d'allumer BFM TV et à la vue des premières images, votre cœur, pas celui de la centrale, se met à s'emballer. À 11h, heure de Paris, le président prend la parole et pour la seconde fois de son mandat, prononce ces mots qui sont désormais entrés dans l'histoire pour la postérité. Nous sommes en guerre. À n'en pas douter, cet incident est sans précédent. Peu d'informations filtrent quant à la réelle gravité de la pollution radioactive. On sait qu'une explosion a retenti et qu'un épais nuage de fumée se répand. Peu avant midi, Boris Johnson demande à nos amis anglais de se calfeutrer. À 12h, le responsable de l'IRSN prend la parole et demande à chaque Français de rester confiné. Bon, ça finalement, on s'était habitué. Mais pour la première fois, depuis le Covid, chaque Français va respecter ces mesures de sécurité sans broncher. Très rapidement, l'armée est dépêchée et un périmètre de 20 km autour du site est évacué. On évoque même la possibilité d'évacuer la ville de Caen. Mais selon toute vraisemblance, aucun dispositif adapté n'a vraiment été pensé. Au cours de la journée, on assiste à un exode massif des populations vers le sud et les Parisiens effrayés découvrent alors la superficialité du marché immobilier. En effet, que vaudra alors un T2 situé avenue des Champs-Élysées si Paris se retrouve fortement impacté ? Quoi qu'il en soit, s'informer correctement sur la réalité des taux de radioactivité est quasi chose impossible dans un monde où la défiance vis-à-vis de l'information et des autorités s'est généralisée. Au XXIe siècle, la temporalité s'accélère. Et avant la mi-journée, on en sait déjà un peu plus sur ce qui s'est passé. Les tensions géopolitiques apparaissent au grand jour et l'Allemagne commence à fermer les frontières, fustigeant la France pour son laxisme concernant la sûreté nucléaire. Partout autour du globe, la paranoïa s'empare de cette industrie qui s'apprête à rentrer dans ce que les spécialistes appellent l'hiver nucléaire. Des rumeurs folles se mettent à circuler. On dit que ce serait un coup des Russes, afin de ruiner l'industrie de l'atome au profit du gaz. Ou bien alors que ce serait une nouvelle stratégie du gouvernement pour reconfiner les populations. Je sais la fatigue, je sais la lassitude que ressentent nos concitoyens. Certains osent même émettre l'idée que tout ceci ne serait qu'un coup monté et qu'aucun accident ne serait à déplorer.
On tente de composer une équipe de sauvetage spéciale en urgence. Il faut faire vite pour contenir l'incident et limiter les rejets. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que nous connaissons le sort qui serait réservé aux courageux membres de cette opération suicide. Leur jour serait compté. Cet incident est sans précédent et ce scénario n'avait jamais été envisagé. Un véritable chaos se profile, l'humanité est hagard, choquée. Si l'incendie a bien été éteint après plusieurs semaines, les rejets radioactifs ont fortement pollué une zone de 10 000 km² devenue zone interdite. La France a dû user de pratiques douteuses pour pouvoir recruter des soldats de l'atome. Étrangement, les problèmes d'immigration sont devenus une solution. L'État s'est mis à proposer de naturaliser tous ceux qui voudraient bien travailler au nettoyage de la zone. Une bonne partie du nord de la France et du sud de l'Angleterre a dû migrer. La zone d'exclusion a permis de préserver une bonne partie de la population. Mais comme vous le savez sûrement, les poussières radioactives ont tendance à se disperser en peau de léopard, et ça c'est ce qui était redouté. La région parisienne s'est trouvée fortement impactée par ce phénomène, mais impossible à évacuer. Les Parisiens ont dû apprendre à vivre avec la radioactivité. Apple et Samsung se sont employés à intégrer un dosimètre dans leur smartphone, ce qui, à l'aide de la 5G, a permis de cartographier en temps réel la radioactivité. À l'instar de l'Union soviétique, cette catastrophe va précipiter l'Union européenne vers sa chute. En France, on a dû accélérer un projet d'enfouissement des déchets, mais la tâche est titanesque. Dépolluer une zone qui s'étend jusqu'à la ville de Caen représente un défi qui a peu de chances d'être terminé un jour. Un gouvernement de transition a été mis en place ainsi que des quotas d'énergie, car la quasi-totalité des réacteurs sont à présent à l'arrêt. Par la force des choses, notre monde a changé. 100 millions d'Européens ont dû apprendre à vivre avec cette radioactivité et on pense que d'ici quelques années, l'espérance de vie va fortement chuter. Sacré pied de nez à notre modèle de société que l'on pensait robuste mais qui s'est avéré n'être en fait qu'un colosse au pied d'argile. Point positif, de nouveaux modes de vie se sont développés et nous avons enfin compris que fissurer l'atome s'apparente à jouer les apprentis sorciers. De Tokyo à Paris, en passant par Moscou, le 14 octobre devient la date anniversaire de la plus grande tragédie écologique et humaine, mais aussi le jour où nous commémorons notre respect pour toutes les victimes du nucléaire. Je ne suis ni militant chez Greenpeace, ni fervent écologiste, mais je pense que nous devons faire tout notre possible pour que le monde de demain soit un monde meilleur et plus sûr pour les générations futures. Une véritable épée de Damoclès plane au-dessus de nos têtes, et nous devons bien comprendre qu'en cas de problème, des sacrifices humains seront nécessaires. Je dédicace cet épisode à tous les liquidateurs, mineurs, ingénieurs, pompiers, familles de ces travailleurs, populations déplacées, faune et flore dévastées par ce poison du XXe siècle, la radioactivité. Merci de partager en masse et de vous rappeler que tout ceci n'est qu'une dystopie. Le futur n'est jamais écrit et nos choix d'aujourd'hui conditionnent notre avenir. Je vous dis dès à présent à l'année prochaine et en attendant, gardez l'esprit ouvert car la vérité est alternative.